Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes aide médico-psychologique aux Opalines dans un EHPAD. On rappelle que c'est un hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le Jura, dans la ville de Foucheran. C'est ça. Si je me trompe, vous êtes aussi membre de la CGT. Donc vous êtes venu exprès du Jura aujourd'hui pour nous parler de la situation des personnes âgées, mais aussi et surtout des soignants dans les EHPAD. Est-ce que d'une manière le plus générale possible, vous pouvez nous dire juste comment est-ce que vous allez, vous, en tant qu'aide-soignante ? Alors, en tant qu'aide médico-psychologique, tout d'abord, je vais vous remercier de m'avoir invitée parce que vous me donnez la possibilité encore de pérenniser cette grève de 117 jours à Foucheran, qui a été une lutte pour la dignité et non pas une lutte que pour des soignants. Donc merci à vous. Les EHPAD aujourd'hui sont sur la table et on en entend parler parce que c'est cette grève qui a permis à ce que l'omerta soit levée. Alors comment je vais en tant qu'aide médico-psychologique ? Je continue la lutte. Je vais bien. Je continue la lutte parce que tant que nos anciens ne seront pas pris en charge dans la dignité et tant que notre travail ne sera pas reconnu, tant qu'on continuera à opposer technicité et humain, rentabilité et humain, je continuerai à me battre parce que pour moi, la financiarisation de cette vieillesse n'est plus morale. Alors vous parlez de cette grève, on rappelle que vous avez fait une grève donc, aux Opalines dans le Jura de 117 jours au printemps dernier et vous avez voulu à travers cette grève alerter sur la situation dramatique dans les EHPAD. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être entendu ? D'un point de vue de notre direction, d'une certaine façon. D'un point de vue politique, je dirais d'une certaine façon oui, puisque cette fameuse mission flash qui a été mise en place après la grève de Foucheran, et je reste persuadée que la genèse de cette mission, c'est grâce à la grève de Foucheran, je dirais que oui, nous avons été entendus. Aujourd'hui, je vous dis non. Très clairement, non, parce qu'à mon sens, l'État abandonne ses anciens. Mais n'abandonne pas que ses anciens, il abandonne aussi ses soignants. Je reçois des témoignages, encore aujourd'hui, de soignants qui portent cette culpabilité de ne pas pouvoir prendre en soin dans la dignité les personnes dont ils ont la charge. Et ce n'est pas la charge à porter difficilement, c'est la charge à s'occuper dignement. Donc, non, nous ne sommes pas entendus. Pour preuve, il y a encore eu la marche, la marée blanche du 15 mai, où on voit que les soignants sont toujours dans cette souffrance au travail. Et il faut bien se dire qu'à partir du moment où des soignants se mettent en grève, ce ne sont pas pour leurs propres conditions de travail. C'est surtout pour que malades, aînés, personnes en situation de handicap soient pris en soin dans la dignité. Ce ne sont que des grèves de la dignité. Alors, rappelons que nous, c'est très difficile en tant que journaliste de faire entrer des caméras dans des EHPAD, peut-être parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on voudrait cacher, qu'on voudrait laisser enfouies. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui peuvent être d'une violence ou d'une humiliation pour vous, comme pour les personnes âgées qui s'y trouvent, à nous raconter, à nous rapporter, comme on ne peut pas aller voir ? Alors, je connais quelqu'un qui s'appelle Xavier Deleu, qui me disait, et qui va confirmer votre propos, qui me disait j'ai plus facilement eu la possibilité d'aller filmer dans les prisons que dans des EHPAD. C'est quand même aberrant. Et des anecdotes, je vais vous en donner. Dans mon EHPAD, quand une personne âgée loue une chambre, c'est comme si vous louiez un appartement, vous êtes chez vous, c'est privé. Cette personne âgée n'avait plus les moyens de payer l'EHPAD. C'est environ 2 700 € par mois. Pas de famille, seule, isolée. La direction a pris la décision qu'il fallait qu'elle parte. Mais comment on annonce à quelqu'un d'un certain âge qu'il faut qu'il parte quand ça fait quelques années, malgré tout, qu'il est dans l'EHPAD, et puis qu'il a vendu sa maison pour pouvoir se le payer? Eh bien, on trouve des petits subterfuges, mais qui humilient vraiment. On a un psychologue qui est allé la voir, le psychologue de l'établissement qui est allé la voir et qui lui a dit qu'elle n'avait plus d'argent. Donc il fallait qu'elle aille dans du public, où elle serait prise en charge par la sécurité sociale et autres moyens. La dame, elle a dit non, je ne veux pas partir. Si vous me faites partir, je vais me suicider, je vais me sauver, mais non, j'ai mes repères ici, je ne veux pas partir. Très bien. La dame, ça faisait quelques années effectivement qu'elle était là, et puis elle adorait faire du tricot. C'est bête, il faut bien s'occuper dans un EHPAD, parce qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler, des animations. Mais sa passion, c'est le tricot. Elle fait des petits carrés de tricot qu'elle coud entre eux pour donner après aux associations caritatives pour que les SDF aient de quoi se couvrir quand ils sont dehors l'hiver. Le psychologue est revenu la voir
Il lui a dit « Je vous ai inscrite à un concours de tricot. » Vous imaginez cette valorisation personnelle d'elle-même ? On m'a inscrit à un concours de tricot. C'est quand même... Voilà, c'est que je suis quelqu'un, c'est que je suis importante. Elle est partie avec 2 culottes dans son sac et ses pelotes de laine et ses aiguilles. Elle n'est jamais revenue. Il l'avait envoyée dans du public sans le lui dire. Et quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait pas de concours de tricot. Les meubles ont suivi le lendemain. C'est pas humilier les gens, ça ? Alors chez nous, il n'y a pas de trêve hivernale. N'importe quel locataire qui ne paye pas son loyer a droit à la justice. Il faut un avis d'expulsion pour être mis dehors de votre logement. Là, il n'y a pas de justice qui passe. Ce sont les décisions des directeurs qui sont là pour la rentabilité et pour le chiffre, mais certainement pas pour l'humain. Écoutez, c'est un témoignage très fort que vous nous livrez là. D'une manière plus froide, on parle de silver economy, c'est l'économie des personnes âgées, des plus de 60 ans. Et on se demande si les maisons de retraite où on traite dignement les personnes ne sont pas devenues un luxe. Je rappelle qu'aujourd'hui, la France compte plus de 600 000 personnes âgées dépendantes. 728 000. 728 000, ça a augmenté de... 728 000 personnes âgées. 728 000 personnes âgées dépendantes. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvoir vieillir dignement et mourir dignement, c'est un luxe ? Je ne dirais pas que c'est un luxe parce qu'on n'y arrive pas, en fait. On n'arrive pas à vieillir dignement, on n'arrive pas à ce que nos anciens vieillissent dignement, pardon, et on n'arrive pas à ce qu'ils meurent dignement. C'est pas du luxe, c'est qu'on n'y arrive pas. Quand ils arrivent, et je pense qu'il faut prendre la personne âgée pas que dans le cercle de l'EHPAD, parce que la dépendance, elle commence aussi au domicile, et je veux penser aussi à nos collègues d'aide à domicile, qui sont bien seuls dans leur travail, et qui sont encore moins reconnus que nous dans un EHPAD, je dirais. La prise en charge et la fin de vie dignement et la mort dignement, ça ne devrait de toute façon pas être un luxe. Déjà, le mot luxe, pour moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire que c'est du luxe. C'est la normalité. C'est-à-dire que l'humain d'abord, normalement, rien ne doit être rentable. Dans la vieillesse n'est pas faite pour être financiarisée et elle ne devrait pas être rentable. La mort ne devrait pas être rentable. La naissance est gratuite, la mort et la vieillesse coûtent très cher. On ne peut pas mourir dignement parce que quand on est dans un EHPAD, les soignants n'arrivent pas à prendre soin correctement des personnes âgées parce qu'elles sont souvent en souffrance elles-mêmes. Elles sont en souffrance parce qu'elles sont en sous-effectif et qu'elles ont des prescriptions de travail qui sont basées sur de la rentabilité et non sur de l'humain. On continue à opposer technicité et humain. Sauf que la quintessence de nos métiers, c'est à la fois la technicité et à la fois l'humain, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Vous avez nombre de soignants qui aujourd'hui, en rentrant chez elles, pleurent parce que toute cette partie d'humain, elles n'ont pas pu le prendre en charge. Donc si vous ne prenez pas la partie humaine en charge, vous ne pouvez pas prendre en soin dignement les personnes. Vous ne pouvez pas lier une confiance comme vous devriez le faire. Vous ne pouvez pas faire des animations qui sont en rapport avec la pathologie. Vous ne pouvez pas prendre le temps tout simplement de parler. Le soir, vous savez, dans les EHPAD, les angoisses de nos personnes âgées remontent. Très très souvent. Combien de fois on voit des personnes âgées qui, au moment des couchers, pleurent. Quand vous avez 4 minutes pour coucher quelqu'un, 4 minutes, ça va être 4 minutes de gestes techniques. Et comme j'ai déjà dit, vous espérez vraiment qu'il n'en ait pas un, parce qu'il faut quand même le dire, qu'il y ait une diarrhée et que vous avez plus de travail. Vous espérez que les protections ne soient pas trop sales, parce que sinon vous allez perdre du temps. C'est ça la dignité ? C'est pas ça la dignité. Et quand les soignants rentrent chez elles, soignantes rentrent chez elles, ou même des fois juste dans l'escalier pour aller se changer, ou comme à moi ça m'est arrivé, ben vous pleurez puis vous vous dites j'ai fait quoi comme travail aujourd'hui ? C'était quoi l'accompagnement que j'ai apporté ? Sur 11 heures de travail, j'ai dû rester grand maximum 1 heure avec la même personne âgée. Mais j'ai fait quoi pendant ces 1 heure ? Je lui ai fait ses toilettes, je lui ai donné à manger rapidement, je lui ai refait l'échange de 14 heures si j'ai eu le temps, je lui ai refait l'échange de 16 heures si j'ai eu le temps, et si j'ai d'échanges, parce qu'on en parlera peut-être aussi, mais si j'ai d'échanges. Et puis je lui ai donné à manger le soir, puis je l'ai couché très rapidement. Où est l'humain là-dedans ? Où est la dignité ? Je les appelle nos dépossédés, nos personnes âgées.
parce qu'ils sont dépossédés financièrement de leurs biens, mais ils sont dépossédés de toute leur histoire. Quand vous allez à un enterrement d'une personne âgée dont vous vous êtes occupé, et que vous en apprenez plus sur sa vie que pendant qu'il était dans l'EHPAD, elle était où la dignité des soins? Donc non, aujourd'hui on ne meurt pas dignement, et on ne vieillit pas dignement à partir du moment où on devient dépendant. Est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui, si ce n'est maltraite, mais ne sait pas rendre hommage à ses aînés? La France, c'est pire que ça, elle les abandonne. C'est pas qu'elle les maltraite, c'est qu'elle les abandonne. On veut pas voir cette vieillesse-là, qui est une vieillesse dépendante. On veut bien voir, il y a deux sortes de vieillesse. La vieillesse des gens qui vieillissent très bien, qui sont complètement autonomes. Vous savez, c'est cette vieillesse qu'on voit sur les plaquettes publicitaires des EHPAD privés à but lucratif. Puis il y a cette autre vieillesse-là. Cette vieillesse où on est dépendant, où on est incontinent, où on a perdu la tête parce qu'on a une maladie neurodégénérative. Et l'État, aujourd'hui, ne met pas les moyens en place. Quand j'entends Madame Buzyn nous raconter tout ce qu'elle nous raconte sur les chiffres qu'elle veut mettre et tout ça, c'est très obscur. Les 100 millions qu'elle veut rajouter, c'est sur le plan de financement de la sécurité sociale, au final, qui va payer. Quand j'entends les 50 millions qu'elle veut rajouter et qu'elle veut donner aux ARS, sous quelle forme? Quel EHPAD va être privilégié par rapport à un autre? On va donner à du privé ou on va donner à du public? Parce qu'il faut quand même savoir que les EHPAD privés à but lucratif touchent de l'argent public. Ce sont vos impôts, ce sont mes impôts, ce sont les impôts de tous les Français. Vous connaissez, vous, un artisan qui va employer un petit ouvrier, puis c'est l'État qui va lui payer le salaire de l'ouvrier? Attends, c'est pas de privé à but lucratif, c'est comme ça qu'on paye les soignants, avec de l'argent public. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte pour une personne âgée d'aller dans un EHPAD privé? Alors, un EHPAD privé chez moi, c'est 2 700 € par mois. Donc, voyez un peu. Autour de Paris, ça peut monter jusqu'à 10 000 € par mois. Et j'ai une famille qui m'a contacté et qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte, on paye 10 000 € par mois pour maman. Et comme les soignants ont tellement peu de temps pour s'occuper d'elle, on est obligé d'avoir des auxiliaires de vie sociale qui viennent dans l'EHPAD s'occuper de maman et ça nous coûte 3 000 € par mois. » Alors imaginez comment font nos personnes âgées qui ont de petites retraites, qui ont peu de biens. Ils peuvent absolument pas aller dans des EHPAD privés à but lucratif, c'est pas possible. Mais en public, on ferme des lits. Donc il va falloir trouver une solution intermédiaire parce que c'est plus concevable. Ça n'est plus concevable. Et continuons sur cette question des chiffres qui peut paraître froide mais qui est essentielle. On parle beaucoup de sous-effectifs. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée, une nuit dans un EHPAD, combien de soignants, soignantes pour combien de personnes âgées à s'occuper? Alors, je vais prendre l'exemple du mien, c'est ce qui est le plus concret. Quand vous êtes en équipe complète, vous êtes 8 pour 77 résidents. Alors sur les 8, il y en a 2 qui sont à l'unité protégée en bas pour 14 résidents. Il y en a une qui sera au premier étage pour 14 résidents. 3 qui seront au premier étage pour 32 résidents, à peu près, je crois que c'est ça. Et 2 au deuxième étage. Sauf que le problème, et ça c'est une pathologie récurrente dans les EHPAD, c'est que les conditions de travail sont tellement difficiles. La lourdeur des EHPAD, je parle de la lourdeur des pathologies. Là, on va rentrer dans du jargon un peu technique, c'est-à-dire le GIR moyen pondéré et le pathos moyen pondéré. Pathos comme pathologie et le GIR, c'est le groupe iso-ressources qui vous permet d'évaluer la dépendance de quelqu'un. D'accord ? Quand les EHPAD s'alourdissent, quand les entrées sont de plus en plus lourdes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes âgées avec handicap, avec à faire des toilettes alitées, évidemment, c'est beaucoup plus long que si vous avez une personne âgée autonome. Dans le mien, il y en avait de moins en moins autonomes. Et puis, en plus, ces chiffres-là, on les réévaluait tous les 5 ans. Alors, à moins de s'appeler Benjamin Button, on sait très bien que la personne âgée va régresser en autonomie. Et nous, soignants, sommes un peu complices aussi de ça, de cette régression. Pourquoi ? Parce que quand les personnes âgées, elles arrivent dans ces EHPAD, on leur met des changes. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps de les emmener aux toilettes. Donc, on augmente cette régression. Après, ça devient même plus ça devient un automatisme pour les personnes âgées de faire dans leur change. Et c'est normal, dans leur protection. Et c'est normal. Et ça, c'est quand on est en équipe complète.
Mais c'est arrivé un matin que nous étions 6. 2 de moins. Ça veut dire que vous avez 16, 17 toilettes à faire le matin, en 4 heures, de 7h à 11h30, top chrono. Le gros problème dans les EHPAD, c'est ce facteur temps. Parce que à 11h30, les toilettes doivent être terminées. À 1h15, ils doivent avoir terminé de manger. À 2h, ils doivent être soit dans leur chambre, soit devant la télé, aux animations. À 16h, il y a le goûter, et c'est pas d'autre chose. À 18h, ils doivent être à table. À 19h15 maximum, ils doivent avoir fini de manger. Et 20h45, tout le monde doit être couché. C'est ça. Et là, vous espérez qu'il n'y ait pas d'épidémie de gastro, qu'il n'y ait pas d'aléas comme ça qui peuvent arriver, qu'il n'y ait pas de chute, parce que le moindre aléa qui va se passer, c'est tous les autres résidents qui vont en pâtir. Parce qu'on prend du retard, et on prend du retard, et on prend du retard. Donc, c'est ça le problème. C'est aussi ça le problème, c'est que ce sous-effectif perdure. Après, nos directeurs nous disent on n'arrive pas à recruter des aides-soignantes. Mais bien sûr qu'on n'arrive pas à recruter des aides-soignantes. Quand elles arrivent, elles sont payées chez moi 1 250 € par mois. Pour 11 heures de travail par jour et 2 week-ends travaillés par mois. Le week-end, le surplus est de 2,80 € brut de l'heure. Donc vous imaginez, pour les futures mamans, ça ne paye même pas la nounou. Comment voulez-vous que les filles, elles puissent venir travailler dans des EHPAD comme ça? C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Donc, tout ça, toute cette mixture et tout ce mépris aussi des directeurs qui ne reconnaissent pas le travail des soignants, mais ça c'est pas que dans mon groupe, hein, c'est les directeurs qui ont des politiques de rentabilité plutôt que des politiques d'humanité, je dirais. Parce qu'au-dessus, il ne faut pas l'oublier, ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des actionnaires. Et bien tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un EHPAD, on est pris en charge pas de façon digne et qu'on en vient à votre question. Et c'est quand même un lieu où les gens savent qu'ils vont vers la mort. Et vous êtes censé leur apporter de la vie qui continue avec des activités ludiques. C'est ce que vous êtes censé faire. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer à éveiller ces âmes-là? Alors, est-ce que j'ai le temps de le faire? Non. En général, non. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je travaillais à l'unité protégée, puisque je suis aide médico-psychologique. En fait, je suis comme une aide-soignante, mais avec en plus cette spécialisation sur les troubles cognitifs. Et puis, c'est difficile de prendre des gens en soins parce qu'on ne connaît pas leur histoire de vie, en fait. Quand vous arrivez, vous connaissez à peine leur pathologie, mais leur histoire de vie, vous ne la connaissez pas du tout. Et j'ai appris qu'il y avait une dame dans l'EHPAD où j'étais, qui était pianiste. Et d'ailleurs, le piano qui est dans l'EHPAD, avant, était dans sa chambre. Puis on lui a enlevé son piano. On l'a mis dans la salle de restauration. Ça fait une belle vitrine pour les familles qui viennent manger. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, je vais redescendre le piano à l'unité protégée, parce que je suis pianiste. Et je vais voir si elle a vraiment tout oublié. Alors, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Je l'ai assise à côté de moi. Alors, les infirmières, les cadres, ils vous disent, elle a tout oublié, elle est difficile. J'avais pris mes partoches avec moi ce jour-là. Je lui ai donné une partition. Elle l'a lue. Et puis, quand je lui demandais quel morceau on jouait, elle m'a sorti un menuet de Bach qui était un peu compliqué. Je lui ai fait, il est un peu compliqué celui-là. Elle a cherché un autre. Et plutôt que de me redonner la partition, elle s'est mise à taper la main droite sur le piano. Là, c'est moi qui pleurais ce jour-là, parce que j'avais réussi à faire mon métier. Sinon, les animations qui devraient être ludiques, qui devraient occuper les gens, qui devraient être en adéquation avec leur pathologie, à part quelques animations que je pouvais voir, hein. Lecture du journal. Quel journal? Journal quotidien, hein, le quotidien. Le Monde. Non, le Monde, il a fait un effet qui n'a pas du tout plu. Et d'ailleurs, ce jour-là, et d'ailleurs, puisque vous en parlez, c'est assez le protocole de fin de grève a failli ne pas fonctionner. Hein. Parce qu'en allant aux toilettes, dans mon établissement, il y avait un grand panneau pour le personnel, où la directrice mettait des horreurs sur cet article du Monde.
Quand on a vu ça, on a dit soit vous l'enlevez, soit on ne signe pas le protocole de grève. Parce que tout ce qu'on a dénoncé est vrai. Et tout ce que je continue à dénoncer est vrai. Donc, pour en revenir aux animations, ça va être le journal local, ou alors ça va être épluchage de pommes de terre, pliage de serviettes. Mais des animations sur du travail de mémoire pour des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Donc, on ne permet pas aux personnes âgées de ne pas régresser dans leur pathologie. Pourtant, c'est mon métier. Mais j'ai pas le temps. Quand je travaille à l'unité protégée, je commence à 7 heures, je dois faire les petits déjeuners. Faire les petits déjeuners, c'est-à-dire tartiner les tartines, faire le café, tout ça. Donner les médicaments. Ensuite, je dois faire les toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent absolument pas manger seuls, donc c'est leur donner la béquée. Après, donc je continue mes toilettes. On est 2 pour 14. Ensuite, c'est le repas de midi qui arrive très vite. Il faut aller chercher les chariots qui sont en cuisine, les descendre, donner très vite à manger parce qu'à 13h15, il faut que le chariot soit remonté. Donc vous avez une cuillère dans chaque main, puis vous faites du gavage finalement, c'est un peu comme ça. On va dire les vrais mots, c'est ça. Vous devez faire l'échange. Vous devez faire des animations, mais en même temps, vous devez ranger le linge des résidents. C'est un peu compliqué quand même. Après, vous avez le goûter à 4 heures. Vous refaites l'échange. Vous en mettez un maximum en pyjama à 4h30. Un maximum. Ils sont déjà à partir de 4h30 dans leur change de la nuit. Et puis après, vous leur redonnez à manger. À 19h15, il faut qu'ils aient fini. Et comme vous finissez à 20h, 20h45 des fois, il faut que tout le monde soit couché, ait pris leurs médicaments, et que la cuisine soit nettoyée, que l'unité où on mange là soit propre. Vous faites comment des animations? Un jour, notre cadre, elle descend, puis elle nous dit « Vous avez fait quoi comme animation ce matin à l'unité protégée ?» Écoutez, animation toilette, Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On est avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Des fois, il faut être 2 pour faire les toilettes parce qu'ils sont dans l'opposition constamment. On se fait taper dessus, on se fait mordre, on se fait tirer les cheveux. On est obligé des fois d'être 2. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire comme animation? Déjà, si vous finissez à 11h30, vous êtes content. Vous êtes vraiment content. Voilà. Et on remarque que chez les aides-soignantes, il y a énormément de burn-out et de maladies du travail liées au lever, au porté. Il faut rappeler que vous les soulevez tous les jours, durant toute la journée. Et je vous ai déjà entendu parler de burn-out lié à cette culpabilité. Oui. Est-ce que vous pouvez développer ça? À force de rentrer le soir et de vous dire que qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui? Si ce n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de la technicité, mais pas d'humain. Pensez aussi à votre grand-mère qui est partie. Vous vous dites, j'en peux plus. Vous avez un rétroviseur de conscience derrière vous qui vous dit, c'est ça, c'est pour ça que tu fais ce travail-là. Tu es vraiment sûr que c'est ça que tu voulais faire? C'est comme ça que tu veux t'occuper des gens? C'est ça le soin pour toi? Non. Et cette culpabilité, elle vous ronge tellement que vous ne pouvez plus. Vous acceptez plus d'être complice de tout ça. C'est plus possible. Chacun a sa moralité. Moi, la mienne, elle est juste humaine. C'est les valeurs de mes grands-parents. C'est pas les valeurs de ma direction. C'est pas les valeurs de mes actionnaires. Or, certes, ils ne sont pas philanthropes. Mais moi, j'ai toujours dit que le soin, c'est de l'humain, c'est pas du chiffre. Et les burn-out, ils arrivent à cause de cette culpabilité-là aussi. Parce qu'on supporte plus d'être complice de ce genre de choses. On vous sent très ému. Est-ce que, malgré la douleur qui est votre combat, vous continuez aujourd'hui à lutter? Oui. Vous me parlez d'un livre qui va bientôt sortir. Oui. Comment est-ce que tous les jours, vous êtes dans un secteur où c'est très difficile de vous mettre en grève parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de ces gens-là? Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de grèves dans différents secteurs, les étudiants, les cheminots. Vous, quel est votre moyen à vous de lutter contre cette souffrance-là que vous éprouvez tous les jours? Mon moyen pour lutter,
c'est de soutenir toutes les grèves. Parce que je suis persuadée que on a tous une colonne vertébrale de revendications, qui sont les conditions de travail, pour les soignants par exemple, mais avant tout la dignité, et le service public. Je suis désolée, mais pour moi, il ne devrait pas exister d'EHPAD privés à but lucratif. C'est peut-être, on va me prendre pour une folle, hein, je vous dis ça, je sais quelles vont être les retombées qui seront derrière. Pour moi, ça ne devrait pas exister. L'État devrait prendre en charge nos aînés. Les cheminots ne se battent pas pour leur statut, ils se battent parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité des trains. Et si c'est privé, il n'y aura plus cette sécurité-là. Les étudiants se battent pour que les études soient possibles à tous. Les soignants, tous les jours, on se bat pour qu'il y ait une prise en soin dans la dignité. On a tous un sens commun des luttes. Elles existent parce que cette convergence des luttes fera qu'on pourra faire bouger les choses. On ne veut pas d'une politique où il n'y a que de la financiarisation, de la privatisation. On n'en veut pas de ça. Parce que ça enlève toute humanité. Nous, ce qu'on veut, c'est du public. Redonner toute sa valeur au service public, qui est notre bien commun. Nos personnes âgées, c'est notre patrimoine commun, par exemple. Vous voyez, je fais ce lien-là. Le service public est notre patrimoine commun, comme nos personnes âgées sont notre patrimoine commun. Nos personnes âgées, c'est celles qui défilaient en 68 dans les rues. Celles d'aujourd'hui. Vous les retrouvez encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé non plus de la lutte des retraités. C'est normal qu'aujourd'hui des retraités soient dans la rue parce qu'on leur a augmenté la CSG alors qu'ils ont déjà des retraites minables? C'est normal? Non, c'est pas normal. Quand vous avez des personnes âgées avec 800 € de retraite, c'est normal? Non, c'est pas normal. Parce que ces gens-là, ils n'auront pas la possibilité de se payer des EHPAD. Ils n'auront pas la possibilité de se payer des aides à domicile. Parce qu'en plus, en enlevant tant de financement, les allocations personnalisées d'autonomie qui sont versées par les conseils départementaux, elles vont être réduites puisqu'ils n'auront plus les moyens. Eh bien, comment elles vont faire ces gens-là comment ils vont faire ces gens-là quand ils seront dans la dépendance? C'est quoi notre projet de société pour demain? C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la vieillesse dépendante, on ne veut pas voir les personnes en situation de handicap, on ne veut pas voir les enfants qui sont dans des IME, on ne veut pas voir tout ça alors que c'est la mixité de notre société. On les laisse au bord de la route, on les laisse mourir, on les laisse crever, parce que c'est pas vendeur, parce que ça apporte pas de voix électoralement. On peut en parler de ça. Combien de personnes âgées dans les EHPAD vont voter? Alors qu'ils ont toute leur tête, je dis. Je parle pas des gens avec troubles cognitifs. Combien de personnes âgées vont voter dans les EHPAD? Quel directeur prend le temps de dire à un soignant, écoutez, aujourd'hui il y a vote, alors on va faire une petite camionnette, et puis vous allez les emmener voter? On le fait, ça? Non. Ils n'emmènent pas voter, les personnes âgées. Même voter est devenu un luxe aujourd'hui? Ah, quand vous êtes dans un EHPAD? Ah oui. Il faut espérer avoir de la famille à proximité pour que vous puissiez lui faire une procuration. Sinon, votre droit de vote, vous ne l'exercez pas. C'est ça, la réalité. Quels sont les droits qui restent aux personnes dans les EHPAD? Aucun. Celui de se taire et de payer. Et sinon? Répression sur les familles. Répression sur des personnes âgées. C'est pas, on va pas leur taper, la direction va pas leur taper dessus, mais va leur chercher quelques petits embêtements. On va les ennuyer un peu plus. Vous avez des exemples? Sur des familles, oui. Pendant la grève, nous avons des familles qui sont venues nous soutenir. Et un mois après le début de la grève, la direction a décidé d'exfiltrer 14 résidents. 14 résidents, c'était les parents des familles qui nous avaient soutenus. Exfiltrer, donc... C'était le titre du journal, c'est pour ça que je redis ce terme, parce que ça m'a choquée. Ils ont enlevé 14 résidents de l'établissement. Il y a qu'ils les ont envoyés un peu partout ailleurs. Il y a des familles qui s'y sont opposées, parce qu'évidemment, on a le droit de dire non. Il faut d'ailleurs rappeler qu'une personne âgée, si elle ne veut pas aller en EHPAD, elle a le droit de dire non. Elle a tout à fait le droit, c'est son droit. Mais je me souviens de cette dame
Elle doit avoir 84 ans. Son mari avait été envoyé à 40 km. Dans du public, hein. Elle devait faire 40 km et 40 km retour chaque jour pour aller le voir. 84 ans. Cette dame, elle nous a juste soutenus sous le piquet de grève. Une autre dame, pareil, on voulait envoyer sa maman ailleurs. Une autre dame, pareil, on voulait envoyer son papa ailleurs. Donc, il y a cette omerta aussi, elle existe dans les EHPAD parce que les familles sont des captives. Soit elles parlent et elles sont condamnées, soit elles se taisent et elles se sentent coupables. C'est terrible, hein, mais c'est ça aujourd'hui, la situation dans les EHPAD. Et vous, aujourd'hui, vous parlez. Est-ce que vous risquez... Bien sûr que je risque tous les jours, à chaque fois que j'en parle, je risque quelque chose. Quand le bouquin sortira, je risque aussi. Mais si personne ne dénonce, si personne ne prend un jour le courage de dénoncer. Lacan l'avait fait en 2002. Il avait commencé à dénoncer. Ça fait un certain nombre d'années, on est en 2018. Hein. On continue comme ça encore longtemps. Il y a encore beaucoup de personnes âgées qu'on va laisser mourir par manque de soins. Parce qu'il n'y a pas assez de monde. On les laisse mourir comme ça, indignement. C'est ça la société qu'on veut demain? Moi, c'est pas celle que je veux et c'est pas celle que je veux que mes enfants connaissent. Et c'est pas les valeurs que je veux leur transmettre. Merci. Merci beaucoup.